Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur Office 365. Je suis en compagnie de Grégory Mosselin qui gère la partie Business Solutions chez NSI, et je suis moi-même Guillaume Gablin qui gère l'équipe technique infrastructure chez NSI Luxembourg. Bonjour à tous. Alors, étant donné le nombre de sujets assez importants pour couvrir l'ensemble des modules O365, nous vous invitons directement à poser vos questions via écrit dans le chat. Donc on essaiera au mieux d'y répondre pendant la session ou alors en fin de session, et si vraiment il y a trop de questions, on reprendra directement contact avec vous ultérieurement. Alors l'agenda d'aujourd'hui va être composé en réalité d'un overview complet de la suite Office 365. Comme l'a mentionné Grégory, le sujet étant vaste, on attend avec plaisir vos questions. Et bien évidemment, on pourra également reprendre contact avec vous après ce webinaire pour approfondir chaque sujet et vraiment étudier au cas par cas vos besoins et les différents plans et différents composants de Office 365 qui vous sont nécessaires. On va partir sur une description d'Office 365 pour les plus novices d'entre vous, mais également pour que tout le monde soit aligné sur les connaissances et sur l'évolution de ce webinaire. Nous verrons les différents plans de licence sur les suites PME, PME et Enterprise. Nous verrons ensuite les domaines fonctionnels. Bien évidemment, l'authentification et l'accès au service qui est un des composants les plus importants sur la suite Microsoft 365. Et on fera une description ensuite de chaque service de manière quelque peu détaillée pour vous donner encore une fois un overview sur les composants principaux de la suite Office 365. Je laisserai la main ensuite à mon collègue Grégory pour la partie mobilité et Enterprise Mobility and Security, qui est en fait le nouveau nom du composant Intune, donc MDM, de Microsoft. On vous parlera très brièvement de la conduite de projet chez NSI pour que vous ayez une vue de la manière dont on pense qu'il faut aborder ces thèmes-là. Alors, qu'est-ce que Office 365 ? Ça désigne en réalité un ensemble de services de Microsoft qui sont hébergés dans le cloud. Habituellement, on avait tendance à acheter des licences perpétuelles et donc avoir un accès à des produits de manière perpétuelle. Ce principe Microsoft 365 introduit l'abonnement au service de Microsoft. Alors une précision bien évidemment directement sur ce premier slide, Office 365, ce n'est pas uniquement la dernière version de la suite Microsoft Office. Ça englobe bien plus de produits et surtout de services. On a voulu vous présenter un résumé un petit peu arbitraire de notre côté pour vous décrire les différents produits et vous montrer que le champ d'application de Microsoft 365 est vraiment très large. Que ce soit au niveau du travail collaboratif avec les composants Exchange, SharePoint ou Teams, que ce soit pour l'intégration aux réseaux sociaux et aux communications inter-entreprises et intra-entreprises avec Teams, que ce soit également sur la partie gestion des fichiers avec OneDrive et SharePoint Online, et puis tout un vaste panel d'applications spécifiques pour des besoins business très spécifiques comme Planner, Booking, Streams pour la diffusion de vidéos. Et puis ensuite, on va passer sur la couche encore un peu plus business. On rentre directement dans la partie business dont on n'aura pas le temps malheureusement d'aborder aujourd'hui, mais qu'on est capable d'aborder plus en détail avec vous, qui est la partie Dynamics 365. Donc, comme je vous le disais, l'ensemble des services Office 365 sont regroupés en plans. Et ces plans sont bien évidemment à la carte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir véritablement utiliser les plans qui vous sont uniquement nécessaires. On n'est pas obligé de souscrire à un ensemble de services qui ne vous seront pas nécessaires. Il y a deux grandes offres
différente chez Microsoft 365, encore une fois. C'est la partie business, donc qui concerne les PME jusqu'à 300 utilisateurs, et c'est ce qu'on appelle en fait les services en version de base. Et vous avez une deuxième partie sur la partie, on va dire sur les composants un peu plus enterprise, où là on va monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs avec une gestion de services beaucoup plus étendue. Encore une fois, tous ces plans-là, on parle bien, dans tous ces plans-là, on parle bien de services et on ne parle pas forcément d'intégration de la suite MS Office comme on la connaît depuis maintenant des décennies. On a voulu vous représenter les plans principaux pour les différentes parties business et enterprise pour que vous ayez une idée en fait de la composition de ces plans avec des prix publics qui sont affichés et qui sont connus de tous. Donc, pour la partie Microsoft 365 Business, qui est en fait pour les gens qui connaissaient avant Office 365 Business et Business Premium, a été renommé en Microsoft 365 Business. Donc, on va partir sur la première offre avec un plan qui s'appelle Basic, qui, lui, n'inclut uniquement que les services Exchange et de communication interne et de gestion des fichiers, donc OneDrive, SharePoint et Teams. Ensuite, on va monter en puissance et donc vous allez avoir les versions standard et les versions premium qui vont rajouter les applications Office du pack Office comme on le connaît habituellement. Et pour la version Business Premium qui va également inclure toutes les protections Azure, les protections de l'information Azure et Intune, donc la gestion des devices dont Grégory vous parlera plus en détail tout à l'heure. On a également un mode de souscription pour cette partie Microsoft 365 Business sur uniquement le pack Office, donc qui vous permet d'avoir voilà, un déploiement jusqu'à 5 utilisateurs du pack Office et un accès limité à OneDrive pour l'environnement personnel, la gestion des fichiers personnels de chaque utilisateur. Concernant le mode Office 365 Enterprise, alors encore une fois, je me permets de faire une légère coupure. On a voulu vous présenter les plans les plus communément vendus. Bien évidemment, on peut rentrer beaucoup plus en détail et il y a encore plus de plans disponibles pour chaque besoin. Donc les plans les plus répandus pour cette partie Enterprise sont la gestion, encore une fois, du pack Office, donc avec Office 365 Pro+, qui est la mise à disposition, comme vous avez pu le voir précédemment sur le Microsoft 365 Apps du pack Office. On va ensuite monter en puissance avec une gestion de services et l'ajout de plus en plus de services sur les différents plans. Donc le plan Office 365 E1 va concerner les services Exchange, SharePoint, OneDrive avec la gestion documentaire et file pour les utilisateurs et pour le monde Enterprise, mais également la communication et le social networking sur la partie Teams, Yammer et Stream pour la diffusion de vidéos. La partie Office 365 E3, elle, va concerner les mêmes services, mais va inclure à nouveau le pack Office et la gestion de ces outils sur le plan physique des PC des utilisateurs, mais également disponible en web. En Office 365 E5, on va rajouter uniquement par rapport à Office 365 E3 des services supplémentaires et un élargissement, on va dire, de l'étendue de l'espace disque disponible pour ces différents services. Alors, comme je vous le disais en introduction, le gros point d'attention sur ces déploiements Office 365 vont être les accès aux services et l'authentification aux services. C'est le socle, comme c'est écrit, c'est le socle de fondation pour tous les services Office 365, Dynamics 365 et également Azure. C'est le point essentiel et c'est l'élément clé de la sécurité. Comme c'est indiqué également, nous allons nous appuyer sur la partie Azure AD qui va gérer l'ensemble de l'authentification des produits Microsoft 365. Pour rentrer un petit peu plus en détail, on a 3 méthodes d'authentification sur Office 365 et 3 manières de le gérer.
Le composant qui va faire la liaison en fait entre votre organisation on-premise et les services cloud de Microsoft vont être les Azure AD Connect Services. Ces Azure AD Connect Services, qui peuvent être au nombre de 1 ou bien évidemment dédoublés pour la haute disponibilité, vont authentifier les utilisateurs de 3 manières différentes, 3 grandes manières différentes qu'on a voulu vous présenter, dont la première, le password hash synchronization, qui va vous permettre pour simplifier les choses, de copier les comptes, les hash passwords de votre organisation vers le compte Office 365, qui va permettre aux utilisateurs de vraiment avoir une intégration de base sur ces services cloud. Un peu plus intéressant, et donc là on monte encore une fois en puissance, c'est la partie Pass-Through Authentication. Donc cette partie Pass-Through Authentication va amener par rapport à la méthode du hash password, l'intégration complète et la bidirectionnalité de l'authentification. C'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir gérer leur authentification à votre organisation on-premise, mais également au service dans les deux sens. Donc soit directement on-premise et ils vont pouvoir modifier leur password et il va y avoir une synchronisation avec les services cloud, soit à partir des services de Microsoft et ces passwords modifiés vont avoir une intégration directe sur votre organisation on-premise. On monte encore d'un niveau. Cette partie ADFS, donc c'est vraiment l'authentification qui va stretcher l'ensemble des authentifications Active Directory DS entre le cloud et votre organisation. Donc là, on n'a même plus de distinction, on n'a aucune distinction, que ce soit firewall ou dans différentes couches. L'authentification ADFS est une authentification, somme toute, globale. Donc, voilà. Multi-factor authentication. Donc je pense que tout le monde est bien averti en termes de risque d'usurpation d'identité et de sécurisation des environnements qui sont sur le cloud. Nous conseillons lors de chaque déploiement de mettre en place cette multi-factor authentication qu'on appelle plus vulgairement MFA, qui va vous permettre justement d'associer un password complexe à d'autres types d'authentification qui peuvent être SMS ou applications spécifiques d'authentification. Donc vous avez voilà, non seulement votre password, mais vraiment un outil qui vous permet d'authentifier que vous êtes bien la personne qui essaye d'utiliser votre mot de passe. Ce MFA est disponible bien évidemment sans frais, avec tous les abonnements. On peut l'activer par utilisateur, c'est-à-dire que si vous avez des utilisateurs particuliers qui ne souhaitent pas avoir cette authentification, et on sait que ça peut arriver et qu'on a le cas, on peut bien évidemment le gérer par utilisateur. On a également la possibilité d'implémenter et de monter en puissance sur l'intégration de ce MFA à travers du VPN, vos VPN actuels et vos portails web. Mais à ce moment-là, on va avoir besoin d'une souscription spécifique qui s'appelle Azure AD Premium P1 ou alors Azure AD Premium P2. Donc voilà, comme expliqué, le second facteur d'authentification peuvent soit être les appels téléphoniques, soit un OTP envoyé par SMS ou une application directement installée et configurée sur votre smartphone. Alors les accès conditionnels, eh bien, on va pouvoir... je vais passer la main directement à Grégory qui va parler de cette partie-là. On ne va pas dupliquer ces parties-là, qui va vous parler justement de la sécurisation et des accès conditionnels sur la partie Enterprise Mobility. Rentrons un peu plus en détail également sur la partie Password Buyback, qui va vous permettre justement sur les Active Directory on-premise synchronisés d'effectuer le changement de mot de passe à partir de l'environnement web. Donc on parlait tout à l'heure de PTA, c'est directement l'implémentation de ces password policy, et donc on va pouvoir également appliquer des règles de conformité de mot de passe dans le cloud comme sur l'Active Directory on-premises. À nouveau, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'on ne rentre pas dans des configurations extrêmement compliquées avec des modifications firewall. L'intégration est véritablement assez simpliste.
comme indiqué précédemment, la partie Azure AD Premium P1 et P2 sont requis pour effectuer ces différentes features. On va regarder également un petit peu les possibilités d'accès aux services Office 365 et Microsoft 365. Donc on a deux manières différentes, deux méthodes différentes pour accéder à ces services. Soit les applications locales, comme on le connaît historiquement pour Office, soit par le portail web, dont on a l'adresse qui s'affiche directement ici à partir de n'importe quel browser courant, Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer, sur laquelle vous allez avoir l'ensemble de vos services et de vos fichiers et de vos accès qui vont être directement résumés et intégrés. Donc voilà, l'adresse à retenir, https www.office.com. Si on rentre dans les détails par rapport aux différents services Office 365 Business, on remarque que vous avez directement l'intégration de vos boîtes email, de votre pack Office sur la partie web, mais également de votre partie SharePoint, Teams et Yammer, dont on va avoir une intégration extrêmement poussée. L'intégration extrêmement poussée, pourquoi j'indique ceci? Puisque en fait, l'ensemble des services Microsoft sont intégrés. On n'attend pas moins, bien sûr, d'un service comme fourni par Microsoft, mais vous allez avoir des liens directs entre les différentes applications et véritablement un point central qui va être uniquement la page web pour pouvoir accéder à vos différents fichiers ou applicatifs, ou mails, ou notes, ou calendrier, ou événements Teams dont on a l'utilisation aujourd'hui pour ce webinaire. Plus en détail, donc la partie mail de Office 365 va être gérée par un produit qu'on appelle Exchange Online. Donc c'est l'équivalent de ce que certains d'entre vous peuvent connaître sur la partie on-premise avec les serveurs Microsoft Exchange, avec la différence que ce service Exchange Online est géré par les équipes de Microsoft. Bien évidemment, possède une haute disponibilité, donc il n'y a pas qu'un seul serveur Exchange qui gère vos emails, mais c'est bien hautement disponible dans le cloud de Microsoft. Vous avez un espace de stockage qui est somme toute très très large, puisqu'on a au minimum par utilisateur pour les plans business 50 Go de disponible et 100 Go pour l'archivage intégré. Quand on parle de plan enterprise, à partir de 5 utilisateurs, nous allons arriver sur des espaces de disques qui vont être illimités. Point d'attention également qui est extrêmement importante, c'est qu'on a une solution anti-malware qui est directement intégrée à cette feature du service Office 365. L'accès au périphérique mobile, j'en parle un petit peu moins, puisque Grégory aura l'occasion de vous en parler tout de suite après ces présentations un peu plus en détail des différents produits. Et nous passons directement à la partie OneDrive for Business. Alors, quand on parle OneDrive for Business, on pense tout de suite à la partie personnelle. Quand on prend un compte chez Microsoft, on a un accès OneDrive. C'est légèrement différent pour ce feature de OneDrive for Business, puisque lui, derrière, va intégrer véritablement un site SharePoint qui va pouvoir gérer, stocker, partager et synchroniser l'ensemble de vos fichiers personnels sur le cloud de Microsoft. Donc, vous allez avoir non seulement les fichiers qui sont disponibles dans l'environnement web, mais également à travers de différents outils sur vos PC locaux, avec une synchronisation des fichiers à travers ce petit outil. On va pouvoir stocker au minimum jusqu'à 1 Tera par utilisateur dans OneDrive for Business. Et comme je vous l'ai indiqué, ça sera illimité cette quantité de données dans les plans Enterprise à partir du plan E3. Pourquoi nous parlons de partager? Puisque ces environnements vont vous permettre de directement créer des liens et des accès pour vos collègues et des possibilités de partage temporaire, mais également, et ça c'est un gros point intéressant, vu qu'il y a un SharePoint à l'arrière, on va pouvoir directement coéditer chaque document et travailler conjointement sur les différents documents partagés. La synchronisation, donc localement de chaque fichier, on va pouvoir choisir les fichiers à synchroniser et donc on va pouvoir avoir accès à ces fichiers à la fois sur Windows, sur Mac,
sur smartphone, mais également, bien évidemment, sur le portail web de Office 365. La partie SharePoint. On monte d'une couche pour vous parler de cette partie SharePoint Online. Le sujet SharePoint Online, comme l'indiquait Grégory, est un sujet qui est extrêmement vaste, qui peut être extrêmement ciblé par rapport aux différents cases clients. Donc on vous invite, si vous avez des questions beaucoup plus particulières sur la partie SharePoint, mais également des sujets business, à nous recontacter. Nous avons une équipe Benelux qui est dédiée à cette partie SharePoint Online, qui va pouvoir vous aider et vous aiguiller sur ces différents sujets. J'ai souhaité le mentionner pour vous montrer la différence en fait entre OneDrive et SharePoint Online, qui est en fait qui possède en fait des éléments de personnalisation étendus et une gestion d'infrastructure complète intégrée à Office 365. On va avoir un ensemble de possibilités de gestion de sites au niveau d'Office 365 et de Microsoft 365 pour l'intégration de OneDrive, de Teams et de tout l'aspect collaboratif en fait que vous allez retrouver sur ces services de Microsoft. Ces fichiers partagés, on peut dire et on peut l'affirmer, ça remplace directement les partages de fichiers locaux dont on a l'habitude de connaître depuis maintenant des années, des file servers Windows qui gèrent les documents. Et donc là, on va monter sur un ensemble collaboratif qui va pouvoir gérer ces partages de fichiers locaux et cette synchronisation et cette possibilité de gestion et de travail collaboratif sur ces documents. On reprend un petit peu la comparaison entre la partie OneDrive et la partie SharePoint Online. Donc, on a l'habitude d'avoir des documents personnels sur des espaces individuels, sur nos PC locaux. On peut le comparer directement à OneDrive, qui est en fait un espace de stockage individuel qui va permettre le partage de certains fichiers dont l'utilisateur va décider de mettre à disposition à d'autres utilisateurs. On a également l'habitude d'utiliser des partages réseau qui vont nous permettre de travailler de manière collaborative mais limitée. Et donc, on va pouvoir proposer un espace véritablement collaboratif de partage, disponible partout et sur tous les environnements, pour la coédition et la gestion de l'ensemble du business de l'entreprise. Nous passons maintenant à la partie Teams. Alors Teams, c'est pour certains d'entre vous qui connaissaient les fonctions de Skype et de Skype for Business. Teams va intégrer les fonctions bien connues de Skype for Business, que ce soit la partie audio, la partie vidéo, la partie chat, avec la possibilité d'étendre ça au réseau de télécommunications habituel, physique, disponible dans chaque pays, mais va en plus permettre un travail collaboratif avec la création automatique de sites Teams, SharePoint, excusez-moi, en back-end de ce logiciel pour avoir une gestion autonome et centralisée de différentes équipes ou de différentes business units dans les entreprises. On va pouvoir à la fois partager des conversations, des fichiers, des notes, des calendriers, des emails, et tout ce qu'on a en fait besoin pour optimiser le travail collaboratif. Voilà à quoi ça peut correspondre. Je suis désolé d'accélérer un petit peu, mais le sujet étant tellement vaste et Grégory ayant également plein de choses à vous dire, je vais légèrement accélérer sur la partie OneNote qui, comme la plupart d'entre vous le connaissent, est en fait l'outil de prise de notes de Microsoft qui va être complètement intégré à Office 365 et qui va permettre une synchronisation multiplateforme et de l'ensemble des formats numériques bien connus à travers des sites SharePoint ou même des environnements personnels OneDrive et qui vont être disponibles sur une ou plusieurs personnes ou plusieurs équipes. Donc voilà, comme indiqué, OneNote va pouvoir être synchronisé avec soit l'espace personnel, soit l'espace qu'on va appeler, non pas public, mais privé de groupe pour le travail collaboratif.
Je me permets de passer la main sur un sujet qui intéresse de plus en plus de personnes, qui est l'Enterprise Mobility. À Grégory, mon collègue. Grégory, c'est à toi. Merci Guillaume. Alors pour être efficace, donc on va faire une petite présentation rapide de la partie EMS de Microsoft, donc Enterprise Mobility et Security, donc, et principalement un des composants de cette suite qui est Intune. Donc Intune s'intègre de façon assez étroite à d'autres composants EMS comme Azure Active Directory, qui lui va contrôler les identités et les accès, et Azure Information Protection pour la protection des données. Depuis à peu près quelques mois, Intune n'est plus disponible maintenant directement dans le portail Azure et a droit à son propre interface spécifique chez Microsoft qui peut être joignable sur l'URL https://endpoint.microsoft.com. Donc, pour rentrer tout doucement dans le détail, on pourra expliquer Intune en 3 couches. Donc une couche assez classique qui est la partie MDM, donc la partie Mobile Device Management. Donc aujourd'hui, Intune, comme les autres solutions MDM sur le marché, couvre l'ensemble des devices disponibles, donc iOS avec iPhone, iPad, Android, macOS. Alors macOS entre parenthèses, Intune a besoin d'une cogestion avec une autre solution pour pouvoir appliquer l'ensemble des règles, et bien sûr tout ce qui est machine Windows, donc Windows 10 principalement, version Pro ou Enterprise. Toute cette partie Mobile Device Management va servir justement à votre personnel qui l'utilise, donc une fois que le device sera enrôlé, principalement pour accéder aux données de l'entreprise de manière sécurisée. Le deuxième socle assez classique qui fait partie de cette suite, c'est la partie gestion des applications. Donc la partie gestion des applications, c'est ce qui va permettre de distribuer. Donc à la volée, on va être capable de distribuer, de configurer et d'apporter des règles spécifiques par application sur le périphérique de l'utilisateur. Alors bien sûr, il sera aussi possible de définir des règles, non pas pour l'ensemble de la société, mais spécifiques pour un user, un groupe de users, un groupe de devices, en fonction des choix de l'entreprise. La dernière couche qui a été mise à part, c'est que Intune permet de manière native un management au niveau de tout ce qui est post Windows 10 très complet. Donc aujourd'hui, via Intune, une équipe IT va pouvoir gérer facilement la distribution et le suivi des mises à jour, donc des Windows Updates sur son parc de Windows, va être capable de mettre en place facilement l'encryption BitLocker, de pouvoir stocker facilement les clés dans Intune, de faire toute la gestion du composant Firewall, de mettre en place des déploiements et des exécutions de scripts PowerShell, de la distribution de l'antivirus, du paramétrage de Windows Defender. Donc toutes ces composantes spécifiques à l'OS Windows sont maintenant disponibles et gérées directement depuis l'interface Intune. Alors l'intérêt d'enrôler aujourd'hui un device dans Intune ou dans une solution MDM. Un device qui va arriver aujourd'hui dans Intune va hériter de configurations, de profils, de restrictions. Ces différentes méthodes sont liées généralement à une distribution. Donc l'entreprise va définir des distributions et le périphérique va en hériter. Comme discuté tout à l'heure, la distribution peut être liée sur différents principes, groupes d'utilisateurs, qui peut être spécifique, toute l'entreprise, équipe IT, service commercial, groupe de devices, je veux cibler que les Windows 10, je veux cibler que les iOS, je veux cibler par exemple que les devices Android. La possibilité aussi de faire un déploiement manuel, donc là on va cibler aussi des users de manière spécifique, des devices de manière spécifique, mais dans ce cas-là, est plutôt recommandé uniquement dans des phases de test. Aujourd'hui, de manière assez générique et rapide, sans rentrer énormément dans le détail, un device qui va être enrôlé dans Intune va pouvoir facilement bénéficier de configurations automatiques. Par exemple, je vais essayer de citer les plus connus et les plus déployés.
le déploiement automatique de la boîte mail de l'utilisateur. La boîte mail sera configurée, donc l'utilisateur n'aura jamais ses credentials, login, password à insérer. On va directement protéger cette boîte mail. Quand on parle de protéger, c'est qu'on va empêcher par exemple des pièces jointes de pouvoir être enregistrées n'importe où sur le périphérique. Donc pour cela, on va par exemple autoriser l'enregistrement des pièces jointes uniquement dans OneDrive, ce qui va permettre de sécuriser les données. On va être capable aussi de mettre en place différents déploiements et de configurations de type certificat, de type VPN, de type Wi-Fi, ce qui veut dire que l'utilisateur n'a pas à se soucier ou n'a pas à aller chercher les informations. Tout ceci est déployé de manière automatique et transparent pour lui. Intune permettra aussi sur les différents types de devices, donc qu'on soit Windows, Android, iOS, de mettre en place des catalogues applicatifs. Donc les utilisateurs pourront avoir soit un déploiement automatisé de leur application, soit des applications qui sont disponibles à la demande, où l'utilisateur, en fonction de ses droits, en fonction de ses appartenances dans l'entreprise, pourra les installer ou non. Concrètement, ces actions aujourd'hui permettent aussi de dégager un temps non négligeable au niveau d'une équipe IT. Une équipe IT peut récupérer un temps précieux car aujourd'hui, toutes ces actions sont facilement automatisables dans Intune et permet également à l'équipe IT d'avoir une interface globale et mutualisée qui leur permettra de suivre l'état général de l'ensemble de leur périphérique. Aujourd'hui, l'intérêt aussi d'enrôler un device, c'est de permettre la protection des données de l'entreprise. Quand on parle aussi de device, on va pouvoir aussi scinder deux catégories de devices. Il existe les catégories de devices qu'on va appeler corporate, donc les périphériques que l'entreprise achète et met à disposition de ses utilisateurs. Mais depuis maintenant quelques temps, une nouvelle possibilité arrive et justement est possible via Intune de protéger cela. C'est la partie Bring Your Own Device, donc la partie BIOD, va permettre à vos utilisateurs d'enrôler leur téléphone personnel dans la zone de l'entreprise et leur permettre d'accéder aux données et applications de l'entreprise de manière sécurisée. L'objectif, de toute façon, à la fin, est commun, que le périphérique soit corporate ou personnel. L'utilisateur doit pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée aux données de l'entreprise. L'entreprise, quant à elle, doit se prémunir de la fuite de données, par exemple, ne pas pouvoir sauvegarder une pièce jointe d'un email n'importe où, de ne pas pouvoir copier-coller du texte d'un email d'une zone privée enterprise vers une zone, je dirais, publique. Cela va permettre aussi de valider un état du périphérique afin qu'il respecte les points de sécurité attendus par l'entreprise. Par exemple, est-ce que le périphérique a une mise à jour récente? Est-ce qu'il s'est synchronisé de manière récente avec la plateforme Intune? Est-ce qu'il présente une encryption de la partie professionnelle? Est-ce que les périphériques ne présentent pas de failles de sécurité, de jailbreak, de route? Donc tous ces états vont permettre de valider un état de compliance du device. Cet état de compliance, s'il n'est pas respecté, Intune pourra directement agir automatiquement sur le device. Donc quand on dit agir, ça peut être un blocage, donc simplement un blocage de l'accès aux ressources de l'entreprise, voire, dans les cas les plus extrêmes, déclencher automatiquement un wipe du device. Donc un wipe, c'est une remise à zéro du téléphone. Encore une fois, si nous sommes dans le cas d'un téléphone personnel, le wipe ne va uniquement toucher que les données de l'entreprise. Il ne sera pas possible d'effacer les données personnelles de l'utilisateur. Il y a une ségrégation entre ces deux zones. En ce qui concerne la partie Windows 10 pour Intune, vous aurez aussi l'opportunité
de définir deux types d'enregistrement dans la zone Azure. Donc l'enregistrement le plus générique, c'est l'Azure AD Joint, donc, qui permettra au device d'être référencé dans votre AD Azure. Ça permettra au device de profiter d'une connexion SSO directe vers les applications, qu'elles soient cloud ou on-premise, sans présenter de client VPN. Vous aurez la possibilité de mettre en place un scénario d'enrôlement automatique et de bénéficier aussi de la couche autopilote qui vous permettra de déployer le device directement sorti du carton. L'inconvénient de Azure AD Join pour certaines entreprises, c'est qu'il ne permet plus aux administrateurs locaux d'appliquer leur GPO. Pour cela, bien sûr, il existe un second mode qui est l'hybride Azure Join. Donc ce mode hybride permet quant à lui d'enregistrer le device et dans la zone Azure et de l'enregistrer dans votre AD local on-premise. L'avantage, c'est que pour cette fois-ci, vous serez capable de manager le device toujours en lui appliquant vos GPO locales et de bénéficier bien sûr de l'ensemble des possibilités ouvertes d'Azure AD Join. Alors en contrepartie, cela nécessite une installation beaucoup plus spécifique et nécessite également l'installation de services spécifiques qui vont permettre cette synchronisation. Alors à savoir aussi que pour utiliser ce genre de fonctionnalité, vous devrez être couvert au minimum sur des licences de type Azure AD Premium P1. C'est comme on disait tout à l'heure en introduction, enfin en tout début de webinaire, les services et ce service présenté par Geory qui est l'Azure AD Join et l'intégration des Windows 10 va être géré par la partie Azure AD Connect de Microsoft 365 qui va vous permettre justement de gérer toutes les authentifications. Un dernier point rapide pour cette partie est la partie Conditional Access. La partie Conditional Access aujourd'hui, rapidement, une partie, donc une instance cloud O365, au jour d'aujourd'hui, sans règle d'accès spécifique, un utilisateur ayant ses logins, ses informations de login password, peut décider de se connecter depuis n'importe quel périphérique. Donc, que ce soit son périphérique à la maison, un téléphone personnel, un ordinateur à l'hôtel, dans un aéroport, enfin peu importe, l'utilisateur peut accéder depuis n'importe où et de manière potentiellement non sécurisée à des données de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la partie Conditional Access, nous pouvons mettre en place de manière très simple, dans l'exemple, je dirais, de base, qui va spécifier simplement que si le device n'est pas au minimum présent dans Microsoft Intune et ne donne pas un statut de compliance valide, il n'aura pas accès aux données O365 de l'entreprise. Encore une fois, on pourrait résumer ceci au scénario, je dirais, minimum, mais ce qui permettrait déjà à l'entreprise d'éviter que les utilisateurs accèdent de manière isolée et non protégée aux données de l'entreprise. Bien sûr, tout ceci peut venir se coupler à la partie MFA, ce qui est fortement conseillé. Dans un deuxième exemple, il est aussi possible de cumuler ces conditional access afin de pouvoir créer des règles qui vous sont spécifiques, donc qui sont définies en fonction de vos besoins. Par exemple, vous allez être capable de dire que le device doit être présent dans Intune, que le device doit être de type Windows 10 et que le device doit se connecter depuis un range IP spécifique à votre organisation. Si ces trois points sont validés, le device pourra se connecter à la ressource qu'il cherche à obtenir. Donc encore une fois, toutes ces règles aujourd'hui ont été, je dirais, survolées, toutes ces configurations revues rapidement. Beaucoup de choses sont possibles. Aujourd'hui, Intune a largement rattrapé son retard comparé à beaucoup de concurrents existants sur le marché. Et beaucoup d'entreprises pourraient justement en bénéficier simplement, sachant que leur licence O365 couvre déjà le besoin financier. Donc, au plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de manière beaucoup plus poussée et spécifique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Ce sera un plaisir de pouvoir vous répondre. Je profite des quelques minutes qui nous restent pour vous parler de la partie projet concernant Office 365. Et donc, ceci est un extract et une description générale du groupe NSI concernant le guide des projets Office 365. Donc, on a bien évidemment un besoin de notre côté d'établir un cahier des charges et toute une série de questions et de réunions avec nos clients afin de bien cadrer et établir les différentes phases de déploiement et d'optimisation qu'on peut faire dans leur infrastructure. Cette partie d'audit et d'audit des prérequis est un des éléments les plus importants à notre sens pour mener à bien ce genre de projet. La partie déploiement et la partie optimisation, je ne vais pas vous dire vulgairement que c'est la partie la plus facile, mais à partir du moment où dans ce ou ces projets Office 365, l'étude avec les services IT ou avec les services business métier est fait correctement, nous n'avons plus qu'à déployer et nous aurons bien évidemment une adoption beaucoup plus simple des utilisateurs et de manière beaucoup plus smooth. Avec cette présentation, nous sommes conscients que nous avons été quelque peu rapides par rapport à l'étendue des produits disponibles. Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et si nous devons même convenir d'un rendez-vous pour en parler plus spécifiquement avec chacun d'entre vous, nous le ferons et nous sommes disponibles. Merci à tous et excellente fin de journée à vous.